Eh ben donc, ravie de vous retrouver. On a 2 tables rondes. Là, on va essayer d'aller jusqu'à 15h45, 15h50. On va garder la pause quand même. Et puis ensuite, j'ai vu quelqu'un qui faisait oui avec la tête, de 16h à 17h à peu près. 16h, 16h45. À 17h, il faut que je sois partie, j'ai un train. Continuité éducative, définition et enjeu, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on entend et on va le voir, on va en discuter. C'est une bonne problématique par continuité éducative. Souvent, moi, je me dis, la continuité éducative, c'est la vie. On apprend tout le temps des choses, ça devrait être la vie, et tout au long de la vie. Mais là, on va être sur une définition plus opérationnelle, plus opératoire. Donc, avec 3 intervenants, Régis Cortezero pour le cabinet Jeux de vie, sociologue, consultant, chercheur au laboratoire, PAV ou Pavé, je sais pas, Pavé, il n'y a pas l'accent, c'est des capitales, Bordeaux, et chercheur associé au laboratoire Mosaïque La Vue. Elle est très, très, très intéressante, la synthèse du rapport que j'ai lu. Philippe Boélé, chargé de mission ville apprenante UNESCO, coordinateur de la cité éducative de la belle ville de Clermont-Ferrand. Je commence à bien connaître Clermont, c'est vraiment une ville très chouette. Et avec un très beau musée pour les tout petits. Oui, non, mais c'est vrai, en termes de continuité éducative, vraiment, c'est quelque chose. Et donc, Marie-Charlotte Alam, on va commencer avec vous. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'université Grenoble-Alpes, membre du laboratoire Pacte. Vous allez être en charge de l'introduction de cette discussion. On va commencer donc par parler avec vous en donnant quelques éléments de contextualisation sur la recherche concernant les cités éducatives et qui mêle donc des acteurs, et ça fait vraiment partie des problématiques, des acteurs très divers, parce qu'il y a une troïka, mais c'est des gens, en fait, concrètement. Donc, c'est des vrais profs, des vrais éducateurs, des intervenants des associations, et puis des personnes comme vous et moi. Voilà. Vous voulez prendre ce micro ? Oui, je crois qu'il marchait très bien celui-là ce matin. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez assez bien ? Je pense que c'est bon. Super. Alors, merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation. Bon, alors, je précise juste que j'ai fini ma thèse il y a un petit moment, donc je ne suis plus doctorante maintenant. Et j'ai eu la chance... Je lis ce qu'il y a écrit. Oui. Alors, 1000 excuses et bravo. Non, mais les statuts changent très souvent. Mais juste pour dire que j'ai pu conduire cette recherche grâce à l'INJEP et à l'ANCT, et donc dans mon laboratoire à Grenoble à Pacte. Et je suis très contente de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Donc, elle portait sur les partenariats des professionnels de terrain dans les actions des cités éducatives. Parce qu'on l'a dit, la variation du niveau de son du micro est assez impressionnante. Donc on l'a dit plein de fois, je n'ai pas compté aujourd'hui combien de fois on avait dit le mot partenariat, mais beaucoup de fois. Et effectivement, il y a une forte injonction au partenariat, que ce soit dans les cités éducatives, mais dans toutes les politiques éducatives locales aujourd'hui. Sauf que donc ça appelle un petit peu à cet idéal de décloisonner les institutions, faire travailler les gens ensemble aussi autour d'un problème commun que finalement tous les acteurs éducatifs d'un même territoire partagent, que ce soit le décrochage scolaire, les problèmes de climat scolaire, d'insertion et d'orientation, etc. Sauf que ces discours officiels qui vantent le partenariat disent rarement comment il faudrait le mettre en œuvre concrètement, comment faire travailler ensemble des enseignants, des travailleurs sociaux, des animateurs socioculturels, etc. Donc je suis un petit peu partie de là dans cette recherche et je vais vous présenter très rapidement l'enquête pour ensuite en venir à ces principaux résultats qui, je pense, ne vont pas vraiment vous surprendre, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas toujours inventer de nouvelles choses. Donc tout ça pour vous dire que j'ai mené une sorte de comparaison de 3 cités éducatives très différentes les unes des autres en matière de taille, de modalités de gouvernance au niveau local et puis de contexte politique, social et aussi de dynamisme associatif. Et dans ces 3 cités, j'ai sélectionné au moins 2 actions par cité éducative. Donc au total, j'en ai 7 parce qu'il y en a une où il y a 3 actions qui ont été étudiées. Et ces actions des cités éducatives, elles m'intéressaient parce qu'elles partageaient des caractéristiques communes
D'abord, j'ai cherché des actions qui impliquaient que différents professionnels de terrain travaillent ensemble. Donc, quand je dis professionnels de terrain, j'entends effectivement des travailleurs sociaux, des animateurs d'associations, du personnel médical parfois, des enseignants, du personnel scolaire, etc. Et que cette coopération, ce ne soit pas juste des réunions de coordination, mais que ça aille au-delà et que ces acteurs travaillent ensemble en face de leur public. Donc, principalement des enfants, mais il y a aussi des parents. Et donc, je vais beaucoup parler des interactions entre le personnel scolaire et non scolaire, parce qu'il se trouve que sur les 7 projets, il y en a quand même 6 où finalement on a cette articulation-là. En tout cas, les projets portent sur des sujets très variés, hein, donc je ne vais pas tous les dire, mais il y a de la médiation santé, il y a de la résolution de conflits dans les écoles par la médiation par les pairs, de l'éducation à l'environnement, etc. Donc j'ai mené des entretiens qualitatifs avec ces acteurs et puis j'ai observé ces temps de coopération pour chaque action. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu de tout ça ? Alors, premier résultat, hein, on n'a fait qu'en parler aujourd'hui, mais c'est que, et c'est pas nouveau, c'est que le partenariat, ça ne va pas de soi, et qu'il y a souvent un décalage entre les cultures des professionnels qui doivent coopérer ensemble. Et ces décalages, ils se manifestent à plusieurs niveaux et sur plusieurs objets. D'abord, on peut avoir des décalages entre les acteurs sur les objectifs même de l'action cité éducative dans laquelle ils sont impliqués. Donc, pour reprendre un exemple sur une action de parentalité dans une cité éducative que j'ai pu étudier, donc on avait un projet qui visait à former des parents relais pour aller dans une démarche d'aller vers et essayer de mobiliser d'autres parents plus isolés, plus éloignés de l'institution, des institutions et de l'institution scolaire. Ce projet, il mobilisait une médiatrice sociale d'un côté et une bénévole d'une association de lutte contre la précarité. Ces 2 personnes, au premier abord, on pourrait se dire qu'elles ont plus ou moins les mêmes objectifs. Or, quand j'ai fait des entretiens avec l'une et l'autre, finalement, elles n'avaient pas du tout la même vision de ce que devait être le projet. Alors qu'il y en a une qui voulait plutôt mobiliser les parents relais déjà présents, le noyau dur des parents déjà mobilisés, et leur proposer des nouvelles activités, les impliquer un petit peu plus. Il y en a une autre qui était dans l'aller vers, et donc aller chercher plus les parents, aller ouvrir le groupe, ce noyau dur, à d'autres parents. Donc à partir de là, il ne faut pas prendre en fait l'objectif de l'action comme quelque chose d'implicitement consensuel et partagé, parce que ça ne va pas de soi. Mais il y a aussi des incompréhensions autour des différentes conceptions de ce qu'est l'éducation, de ce qu'est la bonne éducation entre les différents acteurs. Si vous prenez une éducatrice de jeunes enfants d'un côté et des enseignants en petite section maternelle de l'autre, comme j'ai pu l'observer dans un projet qui mêlait les deux, on ne va pas du tout avoir les mêmes méthodes éducatives, pas les mêmes objectifs, les manières de transmettre, les manières de gérer le groupe d'enfants, etc. Ça peut provoquer des tensions. Et puis, dernier objet de friction, c'est la conception des publics. Et on en a parlé sur la question des parents ce matin. Les publics ne sont pas catégorisés de la même manière en fonction du professionnel qui est en jeu. Et pour donner un exemple concret, pour un enseignant, un élève peut être un bon élève, un mauvais élève, un élève perturbateur, un élève indiscipliné. Mais cet élève perturbateur peut être, pour un animateur d'une association, un élève très impliqué, très intéressé, très motivé. Et donc là, comment on fait pour accorder finalement ces différentes étiquettes et ces différentes catégories ? Donc tout ça pour dire que finalement les partenariats nécessitent un travail spécifique de construction d'un langage commun, donc d'une traduction et au moins d'une objectivation, d'une mise à plat de ces différentes conceptions entre les professionnels. Or, il se trouve en tout cas que dans les projets que j'ai observés, ce n'était pas forcément le cas parce qu'il n'y avait pas forcément ce travail en place par manque de temps, par manque de moyens, etc. Vous me dites si je parle trop longtemps. Et deuxième élément qui a aussi été mis en évidence, c'est qu'il y a des rapports asymétriques entre ces acteurs. Il ne faut pas, derrière cet idéal un petit peu consensuel du partenariat qui mêlerait des acteurs égaux entre eux, finalement, il y a quand même certains acteurs qui ont plus ou moins intérêt au partenariat et qui pèsent plus ou moins dans le partenariat. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans toutes ces frictions que j'ai pu observer, souvent, c'est la norme scolaire qui a prédominé et donc, finalement, qui réglait les questions.
Mais il faut aussi garder à l'esprit que les acteurs n'ont pas les mêmes rapports à ces projets partenariats, ils n'ont pas les mêmes intérêts dans ces projets-là. Il y en a qui sont obligés d'être impliqués dans des partenariats et donc qui voient ces actions comme quelque chose de supplémentaire, se surajouter à un travail déjà peut-être chargé, et donc ils ne vont pas forcément y aller avec beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Alors que d'autres, le partenariat, c'est finalement la condition de leur survie. On peut penser aux associations, elles ont besoin de mettre en œuvre ces partenariats pour survivre, pour avoir des financements, et donc elles sont en demande de partenariat. Ces rapports différenciés, ils vont forcément créer une asymétrie ensuite dans la relation partenariale. Et je ne parle pas des parents dont on a encore déjà beaucoup parlé, mais qui ont aussi un statut ambivalent dans cette question du partenariat dans les cités. Est-ce que c'est des partenaires au même titre que les associations et que les autres professionnels, ou est-ce que c'est des bénéficiaires des actions? Et leurs statuts sont très, très ambivalents dans les cités éducatives. Mais pour nuancer un petit peu tout ça, parce que là, on peut voir que finalement, ces conflits peuvent tendent à figer un petit peu les frontières entre les différents professionnels, mais quand on va observer des partenariats qui fonctionnent, et dans certaines configurations, on pourra y revenir, on voit quand même que les choses bougent, que des coopérations se créent. Pourquoi ? Parce que certains acteurs, et là on rentre sur des dispositions individuelles ou des choses qui tiennent plus aux personnes, et on a parlé d'enseignants innovateurs, mais il y a aussi des professionnels qui sont très porteurs et motivés dans ces actions-là, et qui vont faire bouger les frontières et peut-être soit sortir de leur rôle professionnel, et puis essayer, je pense à des enseignants qui vont quitter leur casquette d'enseignant et puis adopter d'autres logiques, le temps d'un projet, mais pas que, qui font parfois aussi faire perdurer ces postures-là. Ou d'autres cas où on voit des nouveaux rôles éducatifs qui se créent. Et je pense que c'est Emmanuel Riva qui en a parlé tout à l'heure, sur les postes expérimentaux qui sont recrutés par les cités éducatives. Donc des postes, je pense notamment à des postes d'éducatrices de jeunes enfants dans les classes de petite section maternelle, où là, on a vu des choses très intéressantes se créer parce que les personnes sont recrutées finalement pour faire du partenariat. Elles sont là pour faire du lien entre les familles et l'école, entre les parents et les enseignants. Elles sont là pour apporter aussi une expertise propre dans un monde où elles n'ont pas l'habitude de travailler. Et donc, on a des nouvelles choses qui se créent un peu dans les interstices, comme ça, de la division du travail éducatif. Donc, en guise de conclusion, je vais m'arrêter là, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça en matière de continuité éducative? Parce que la continuité éducative, c'est un peu comme le partenariat, on en parle beaucoup, on ne le définit pas. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Donc finalement, à travers mes recherches, on voit deux formes de continuité qui se dessinent. Une continuité en matière de contenu éducatif. C'est-à-dire que des savoirs formels de l'école vont s'exporter en dehors dans les associations, ça c'est classique, on le voit souvent, mais aussi des savoirs qui ne sont pas forcément scolaires vont être importés dans l'école par le biais des intervenants extérieurs, que ce soit par exemple de l'éducation à l'environnement, qui va être mobilisé dans un atelier potager, mais repris par une enseignante dans ses cours et qui va finalement structurer toute une année scolaire pour les enfants. Voilà, ce sont des choses qui bougent. Et puis on a une continuité en matière de pratique, c'est-à-dire que finalement les acteurs vont essayer de mettre en cohérence leurs pratiques sur les différents temps scolaires, périscolaires, extrascolaires. Un exemple sur le projet de résolution des conflits par la médiation par les pairs que j'ai pu étudier dans une cité, on a vu que les acteurs ont essayé de mettre en cohérence le système de sanctions et d'intégrer le système de médiation par les pairs. Donc c'est des enfants qui font des médiations pour résoudre les conflits entre enfants, à la fois sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. Et les acteurs ont essayé de repenser la discipline en fonction de ça. Donc je vais finir là-dessus et conclure, pour dire que des choses bougent quand on regarde sur le terrain dans certaines configurations, bien qu'il existe effectivement des formes de conflits entre professions qui rendent le partenariat sur le terrain difficile. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Et on va revenir à cette question de la résolution de conflits et de la lutte contre les violences. Je crois que c'est assez une question d'actualité avec des faits de violence chez les adolescents, des problèmes de bande qui existent en fait depuis très longtemps et de conflits dont
les prétextes peuvent être la vie sentimentale et amoureuse, et donc ça c'est à l'école et c'est ailleurs aussi. J'en viens à vous, Régis, et à Jeux de vie, Régis Cortezero. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée. Je l'ai dit dans le rapport. Je suis sûre que vous avez des choses à dire d'ailleurs sur ce que vient de dire Marie-Charlotte. Mais concernant la discontinuité pédagogique, en fait, ce qu'on a noté, vous allez le dire encore mieux que moi, c'est que on ne peut pas vraiment faire de continuité éducative dans la mesure où l'école a certains objectifs que, par exemple, les acteurs de l'éducation populaire ne poursuivent pas. On ne donne pas de notes dans l'éducation populaire. Et dans l'éducation populaire, il n'y a pas d'objectifs individuels, enfin rarement, alors ça peut être le cas dans le sport à la limite, mais en tout cas, il n'y a pas d'objectifs comme ça de s'orienter, de se distinguer comme on en a à l'école. Et vous soulignez ce rapport très individuel, très singulier à l'école, qui reste quand même le lieu où on construit son destin propre. Ça, les parents, je pense, l'ont encore plus aujourd'hui dans l'esprit qu'hier, et que donc cette discontinuité pédagogique, elle existe, elle est comme ça, elle peut être même quelque chose d'assez positif dans la mesure où, c'est aussi très bien que dans l'éducation populaire, on ne s'inspire pas de l'école, forcément. Mais alors, comment on peut faire communiquer ces deux univers, puisque là, nous parlons de continuité pédagogique. Alors, vous venez d'exposer la conclusion de ce que j'ai fait. Pardon. Mais du coup, vous pouvez développer. Ce qui est très bien, mais ça me... Voilà, j'étais déjà dans une situation un peu délicate parce que je dois parler de continuité éducative et ce matin, les principaux résultats de notre rapport sur la continuité éducative ont été livrés. Marie-Charlotte vient de dire l'essentiel de ce qu'il y a à dire sur la question et puis je suis quand même relativement d'accord avec elle. Donc voilà, de quoi vous voulez que je vous parle? Je peux venir à votre secours parce qu'en fait, il y a deux techniques en interview. Alors, quand on fait un cours, quand on est professeur, souvent, on part d'un point pour développer, pour arriver à une grosse conclusion. Mais c'est vrai qu'en fait, journalistiquement, on adopte plutôt la technique inverse pour retenir l'attention. On part d'un point intéressant dont on pense qu'il va saisir l'attention de ceux qui nous écoutent pour ensuite développer et déplier le propos. Je suis sûre que vous avez pas mal de choses à dire parce que quand même votre synthèse elle est assez longue. Je me suis montré un peu taquin, simplement. Oui, donc effectivement, ce que vous évoquez, il me semble, c'est la grande affaire de ce programme. C'est-à-dire qu'il consiste à demander à des professionnels qui ont des orientations, alors on peut appeler ça des cultures professionnelles, mais quand on parle de culture professionnelle, ça a quelque chose à voir avec les idéologies, c'est-à-dire c'est un truc auquel vous avez été socialisé, etc. Donc on escamote un peu leur contenu, si on veut. Mais si on rentre dans le contenu de ces cultures, donc on est bien obligé, au bout d'un moment, de prendre note du fait qu'elles sont en tension, voire contradictoires, voire antagoniques. Voilà. Alors, du coup, comment j'organise les choses? Donc, effectivement, alors, il y a plusieurs choses à dire sur cette affaire de continuité pédagogique avant d'en arriver là. De continuité pédagogique, le lapsus est tout à fait révélateur. Continuité éducative. La première, c'est que c'est un problème qui se pose à trois niveaux, au fond. Un premier niveau qui est celui des intentions nationales, comme l'a rappelé Thomas ce matin. Un deuxième niveau qui est celui de l'appropriation de cette histoire de continuité éducative par, on va dire, les pilotes des sites, des territoires. Et la troisième, c'est comment ça se passe au niveau des acteurs de la mise en œuvre, donc très concrètement, essentiellement, les acteurs associatifs et les acteurs scolaires, parce que les acteurs municipaux, très souvent, sont des associations mandatées par la mairie. Je vais essayer d'aller assez vite. Au niveau des intentions nationales, alors c'est un programme qui est très impressionnant dans la richesse et la subtilité des raisonnements qui le précèdent et qui ont présidé à sa conception. Donc je suis un peu embarrassé de ne pas en faire l'éloge en fait, mais il faut coller au sujet.
il y a une première difficulté qui se pose, c'est que la notion de continuité éducative est finalement assez peu définie. En tout cas, elle ne reçoit pas de définition extensive et rigoureuse. Elle reçoit une définition qui est plutôt tautologique, en fait. C'est-à-dire la continuité éducative, c'est quoi? C'est la continuité des pratiques, des acteurs, des espaces. Et bon, voilà. Ce qui est assez tautologique, c'est-à-dire comment on définit la continuité? On définit la continuité par la continuité. Ça a alors, ce qu'il faut aussi avoir bien en tête, c'est que la notion de continuité éducative et la notion d'alliance éducative sont les deux faces d'une même médaille, au fond. L'alliance éducative, c'est ce qui est censé permettre la continuité éducative. Et alors, en préparant cette table ronde, j'ai eu l'imprudence de proposer d'essayer de faire une clarification des termes lexicales, etc. C'était très imprudent de ma part parce qu'en fait, il n'y a pas de définition possible, au sens où ce n'est pas des concepts scientifiques. Et en fait, ces notions ne veulent dire que ce que les acteurs en pensent et en disent à un endroit donné, à un moment donné. Donc, la seule solution pour savoir ce que c'est que la continuité éducative et ce que c'est que les alliances éducatives dans ce qui nous occupe ici et aujourd'hui, et non pas en général, c'est d'essayer de comprendre dans l'esprit du programme que recouvrent ces notions. Donc, l'idée de continuité éducative, on peut la résumer avec la bonne vieille métaphore qui n'est pas exempte d'un vague inconscient colonial, qui est la métaphore du village africain. Vous savez, il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est assez proche de ça, l'idée. Voilà. Mais, et là, ça rejoint le problème que vous soulevez, pour ça, il faut que tous les membres du village éduquent dans le même sens. Sinon l'enfant va pas s'y retrouver. L'alliance éducative est en quelque sorte l'instrument qui permet de former la continuité éducative. Cette alliance éducative, c'est ça qui est important, qui est vraiment important. Dans l'esprit du programme, c'est une mobilisation partagée c'est une mobilisation collective autour d'objectifs partagés qui donnent lieu à une culture commune. Voilà. Donc, c'est pas à confondre avec la notion de partenariat. La notion de partenariat, elle peut recouvrir plein d'autres choses. Là, il y a l'idée qu'il faut qu'il y ait des éléments de consensus. Et c'est à ce titre qu'elle peut donner forme à de la continuité éducative, c'est-à-dire des membres du village qui éduquent dans le même sens. Il faut qu'ils partagent une même culture, etc., etc. Alors, là, ce que je viens de dire, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, c'est le résultat des investigations que nous, on a menées pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière ces termes. Mais du point de vue des acteurs de la mise en œuvre, ils sont confrontés, dans les documents de communication en particulier, le VDMecum, les sites internet, à des définitions extrêmement flottantes. Et ces définitions flottantes font qu'eux-mêmes adoptent des définitions relativement flottantes et surtout hétérogènes de ce que recouvre cette notion de continuité éducative notamment. Et ce qu'on constate en observant ce qui se passe sur les territoires et du côté des acteurs, disons des acteurs qui réalisent la programmation, enfin des acteurs de la Troïka, etc., c'est qu'en fait on a plusieurs acceptions de la notion de continuité éducative. En gros, cette multiplicité d'acceptions, elle s'organise en deux couples d'opposition. Un premier couple d'opposition qui est absolument classique et banal pour qui est un peu habitué et s'intéresse à la scène éducative, c'est l'opposition entre scolarocentré et scolarodécentré. Alors scolarodécentré, c'est un peu un néologisme qu'on a inventé pour l'occasion. Mais en gros, la continuité doit s'articuler autour de l'agenda scolaire, scolarocentré, soit elle doit permettre à des acteurs extérieurs à l'école de prendre leur part au travail collectif, au travail éducatif collectif qui a lieu sur un territoire donné, puisque les éducateurs sont multiples. Ça, c'est le premier couple d'opposition. Le deuxième couple d'opposition, on a été assez surpris de trouver ça, d'ailleurs, on ne s'y attendait pas. C'est ce qu'on a appelé continuité synchronique, continuité diachronique. C'est-à-dire que soit on peut considérer la continuité comme la continuité entre les étapes d'un parcours.
Typiquement, un élève qui passe d'un cycle à l'autre, il faut qu'il y ait un principe de continuité, un fil rouge, et la continuité éducative comme mot d'ordre politique, comme mot d'ordre d'action publique, doit consister à faciliter ces passages, ces transitions, et la cohérence dans le temps de ces parcours. C'est la première exception. La continuité synchronique, elle, c'est la continuité des espaces-temps éducatifs au travers de la mise en cohérence des différentes expériences éducatives que les enfants et les jeunes peuvent avoir dans ces différents espaces. L'espace du centre de loisirs, l'espace de la classe, évidemment, l'espace du club sportif, etc., etc. Donc, au fond, vous voyez, on a en quelque sorte 4 interprétations de la notion de continuité éducative à l'échelle des territoires. Donc, ça donne à sentir le fait que, très certainement, il y a peut-être une carence définitionnelle, qui est une carence, en fait, sur la conception que le programme entend insuffler et entend promouvoir de cette notion de continuité éducative. Et c'est assez paradoxal, parce que finalement, il y a une conception forte derrière le programme. Donc la question que tout ça pose, c'est la question de la transmission, de l'acculturation des acteurs locaux à cette conception forte. Et le programme étant assez jeune, on peut aussi penser que les choses vont cheminer. Et les pratiques des coordinateurs nationaux vont permettre peut-être de produire une plus grande convergence sur ce point. Alors, malgré cette diversité de conceptions, ce qu'on observe très concrètement, et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est que la forme prédominante de continuité éducative observable sur le terrain, c'est celle qui consiste à articuler les acteurs périphériques à l'école à l'agenda scolaire. En poussant le trait, je dis bien, on peut décrire ce qui se passe comme une demande par l'école de prise en charge des problèmes sur lesquels elle achoppe. Voilà. Je le dis encore, c'est en forçant le trait, parce que la diversité des actions, on l'a vu dans l'analyse des programmes, hein, la diversité des actions est telle que ce n'est pas complètement rendre justice à ce que les gens font que de dire ça. Mais de manière prédominante, la logique vectorielle, voilà, est celle-là. Alors, et c'est là qu'on va retrouver notre problème forme scolaire, forme éducative, c'est-à-dire quelle conception de l'éducation on a et comment on fait pour s'accorder quand on n'a pas les mêmes conceptions. Donc là, c'est le dernier échelon et puis le plus important, parce qu'une politique publique n'est rien tant qu'elle n'a pas été mise en œuvre. Donc c'est comment les acteurs de la mise en œuvre s'approprient et interprètent les choses. Donc effectivement, hein, comme vous le disiez, alors je vais le dire avec un autre langage, cette appropriation, les logiques qu'on voit à l'œuvre, s'organisent autour d'un clivage qu'on peut décrire comme le clivage entre forme scolaire et forme éducative. Forme scolaire qui est représentée par l'école, forme éducative qui est plutôt portée par les organisations du secteur non formel. Alors là aussi, hein, c'est des distinctions découpées à la tronçonneuse. Hein. Si on avait du temps, on essaierait d'être un peu plus subtil. Donc c'est la ligne de force qui structure les attitudes et les pratiques des acteurs. Et de fait, c'est effectivement un principe de limitation de la continuité éducative, parce que ces deux matrices, en quelque sorte, apparaissent en tension, voire antagonique, encore une fois. Et c'est ce que disait Marie-Charlotte, c'est-à-dire, effectivement, selon l'endroit où on se place, on n'a pas la même façon de qualifier les élèves, de qualifier les parents, de qualifier les besoins, etc. etc. Peut-être, je ne sais pas combien de temps vous m'accordez encore pour savoir. J'aimerais bien que tout le monde puisse parler. Est-ce que on va repasser aux questions du public après ? Oui, je pourrais développer à la suite des questions, parce que là, ça consiste maintenant à développer tout ça. Alors,
dans le temps comme le temps est limité, on va passer à Philippe Boëlé. Je voudrais juste donner 2 éléments de cadrage théorique qui me semblent intéressants. Alors, il se trouve que j'ai publié un livre sur les enfants d'enseignants avec une collègue journaliste. C'est les champions de la continuité éducative, les profs, puisque ils savent mettre au service de l'école ce que les enfants font dans leurs loisirs ou à la maison. Ça ne veut pas du tout dire que la vie est entièrement scolaire, ça veut dire qu'on fait le lien. Et les meilleurs porteurs de la continuité éducative, c'est des enfants qui ont compris ce que c'était très petit. Ça, c'est très culturel. C'est ce que font les parents diplômés et que vous faites sûrement avec vos enfants, vous qui êtes ici, et qui est très difficile à acquérir quand on n'a pas cette culture-là. Je crois qu'on tourne beaucoup autour de cette question, et le livre s'appelle « Pourquoi les enfants de professeurs réussissent mieux ». Un autre livre extrêmement intéressant, c'est un livre du sociologue Stéphane Beau, « La France des Belloumi ». J'y pense parce que dans ce livre, on parle de ce qu'a pu être l'éducation populaire dans les années 70, 80, 90. Stéphane Beau compare le destin d'enfants d'une famille fictive, mais qui s'inspire d'une famille réelle, qui sont nés dans ces 3 décennies et qui vont donc être bénéficiaires ou acteurs, parce qu'ils vont aussi devenir acteurs de politiques de la ville complètement différentes et pensées différemment. Et donc, il parle des banlieues rouges, en gros, d'une époque où l'éducation populaire est assez liée à l'école et paraît très bien fonctionner, aux années 90, où tout a un petit peu changé, y compris le positionnement des jeunes vis-à-vis de l'éducation populaire. Mais il y a une déprise. En fait, au moment où on invente la politique de la ville, il y a quand même un peu une déprise de beaucoup de villes sur l'éducation populaire. Ça, c'est aussi un cadrage théorique, je pense, qu'on doit se donner. Et donc, dans ce livre, ça permet d'analyser une époque où cette différence entre éducation populaire et éducation scolaire n'était pas du tout vue comme une difficulté, en tout cas beaucoup moins, et c'était beaucoup moins théorisé. Donc, je trouvais ça intéressant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés scolaires à l'époque. On n'en parlait pas pareil. J'en viens à vous, et désolé pour cette longue parenthèse, Philippe Boëlé, sur ce qui se passe à Clermont-Ferrand. On peut se questionner sur l'articulation concrète de ce qu'on vient de dire. Donc, et c'est cette éducation qui est perçue comme plus éducative ou plus scolaire dans les espaces. Alors, c'est rigolo, ce qu'il a écrit, c'est espace éducatif et apprenant. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ce seraient 2 choses différentes à Clermont-Ferrand. Et l'expérience de la cité éducative de Clermont-Ferrand. Merci. Bon, moi, j'ai eu la chance de ne rien écrire avant, donc du coup, vous ne me prenez pas la conclusion, ni à l'introduction, non, ni voilà, au milieu. J'ai pas d'infos. Je vais essayer de me perdre tout seul, du coup, non. Je peux vous relancer. D'abord, juste une histoire que l'on partage à beaucoup dans les cités éducatives, notamment de la deuxième vague, c'est que nous sommes cité éducative parce que notre périmètre initial était fortement impacté par les opérations de l'ANRU, les opérations urbaines. Et c'est important parce que du coup, ça faisait bouger toutes les plaques tectoniques d'un territoire où l'école elle-même allait subir les mutations territoriales beaucoup plus fortement qu'avant, ne serait-ce que par la perte d'élèves liée aux premières déconstructions. Et donc ça, c'était aussi, quelque part, il faut bien le reconnaître pour les enseignants, les équipes pédagogiques, comme étant une brutalisation, comme une interrogation forte sur le devenir de leur école, de leur présence même sur le territoire, de comment tout ça allait s'opérer dans l'avenir. Et donc, l'idée des espaces, de la prise en compte finalement de ce qui nous apparaissait aussi comme étant une richesse. Vous êtes venu à Clermont, donc vous voyez aussi qu'on est quand même entouré par un écrin vert. Enfin, venez, c'est merveilleux. Bon, voilà, il y a mille formes, il y a plein de choses. Il y a aussi la question de la ruralité qui est pas voilà, loin. Et le rapport à la ruralité et le rapport aux espaces naturels, notamment sur ce quartier, puisque déjà en grande partie naturelle, en lisière de terrains agricoles cultivés, eh bien, il y avait cette idée de renaturer encore plus fortement l'ensemble du territoire. Et donc, nous sommes peut-être aussi partis un des chemins d'impact que nous avons voulu suivre, d'impact territoriaux, en fait,
pour obtenir des impacts territoriaux, c'était de partir justement dans l'articulation des espaces éducatifs et apprenants, dans le sens où, par exemple, les jardins familiaux, j'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est comme ça, hein, voilà. Les jardins familiaux sont aussi des espaces éducatifs pour l'enfant, pour la famille, pour le territoire, pour des enfants qui finalement apprennent de noms des plantes dans plusieurs langues, alors que généralement ils connaissent plus un plus grand nombre de marques que d'arbres, de plantes, et voilà. Donc, où justement peut-être on trouve les parents, non pas en situation de parents avec l'injonction à la parentalité, mais tout simplement en tant qu'habitants, résidents, acteurs du territoire, cultivateurs d'un certain point de vue. Et donc du coup, c'est aussi plus facile de les amener à parler de parentalité, parce que d'abord, ils sont des citoyens de résidence sur ce territoire. Et quand je dis citoyens de résidence, c'est-à-dire citoyens plein et entiers d'un territoire dans lequel ils habitent et qu'ils cultivent par ailleurs. Et tout ça, vous voyez, si on parle d'espace éducatif entre l'école, les jardins, mais aussi les autres espaces, y compris architecturés, parce que on vit aussi dans de l'histoire, et tout le monde vit dans de l'histoire, pas seulement dans une anecdote urbaine. Faire entendre tout cela aux enseignants, c'est-à-dire permettre aux enseignants de redécouvrir le territoire sur lequel ils vont enseigner, de rentrer en contact avec tous ceux qui le font vivre et qui ont un savoir sur ce territoire, ça change aussi un petit peu les relations, et ça permet finalement d'entrer entre l'éducation formelle, informelle, dans une conversation territoriale qui va permettre une continuité éducative pour l'enfant dans l'ensemble des temps de l'enfant. Même si on s'aperçoit tous que les temps de l'enfant aujourd'hui sont un peu désynchronisés, parce qu'avant on savait bien les séparer, et qu'aujourd'hui, eh bien, par toute une multitude d'effets, de phénomènes sociaux et autres, sociétaux plus exactement, il y a une désynchronisation, on ne sait plus très bien dans quel temps on se trouve. Quelquefois l'enfant lui-même, il passe très très rapidement d'un temps à un autre. Voilà. Il y a aussi le temps du parent, hein, pour bien sûr. 1000 raisons, y compris la désynchronisation professionnelle, voilà, due à la structuration du marché du travail, et puis le fait qu'on mélange beaucoup aussi le travail et la vie. Je parle un peu de moi encore. Je suis géographe de formation, et j'aime beaucoup cette idée de dimension territoriale. En fait, dans l'idée de cité éducative, il y a quand même l'idée que l'école, elle est quelque part dans un endroit où il y a d'autres pôles intéressants, supports de l'éducation, plus ou moins formelle, plus ou moins scolaire. Cette dimension territoriale, comment est-ce qu'on la pense? Cette question des jardins est tellement belle et intéressante. Il n'y en a pas partout, mais voilà, comment est-ce qu'on peut avancer sur cette question en faisant, en gros, de l'espace autour de j'allais dire la cité scolaire, la cité éducative, un espace cohérent? Alors, là encore, évidemment, tout ça, on a commencé par les jardins, ça paraît un peu, ça paraît joyeux, paisible, etc. Mais il est évident dans ce bouleversement de la tectonique des plaques, la cité éducative, je voudrais dire, elle porte aussi des conflits qui peuvent impacter fortement l'idée même de continuité éducative. Et pas seulement pour des questions de langue, parce que ce langage commun, je me dis qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un but commun. Nous allons nous comprendre chacun dans nos langues réciproques, mais on ne va pas nécessairement parler nous-mêmes toujours la même langue, parce que sinon, ça risquerait finalement d'être une forme de novlangue sur un territoire de continuité éducative pour l'enfant et la famille. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a comment faire territoire, comment relier l'ensemble des espaces. Je dirais qu'il y a des espaces qui se relient naturellement à partir du moment où on a des objectifs communs. J'essaye de trouver, à travers l'expérience, par exemple, nous avons lancé des parcours éducatifs de santé, avec une chaire UNESCO, éducation et santé, qui est aussi basée à Clermont-Ferrand, mais qui se prête naturellement à l'ensemble des villes du monde. Mais
il y avait l'idée, bon, la continuité éducative, par exemple sur l'intercycle, ça se fait bien, c'est-à-dire on passe de maternelle, élémentaire, collège, lycée. Finalement, les enseignants, ils sont très sensibles à la question de l'intercycle, du passage. C'est pas là où les soucis sont les plus importants. En plus, je pense que souvent ils savent faire. C'est vraiment, ils savent travailler l'intercycle pour peu qu'ils aient le temps de le préparer, pour peu qu'on leur laisse le temps de pouvoir construire des programmes qui le permettent. Mais en revanche, ce qui était intéressant dans la continuité éducative, c'était sur les parents, c'est-à-dire sur l'espace de la famille, dans une autre langue. C'est-à-dire comment on va travailler les questions de santé, des écrans, y compris des écrans, avec les parents, dans la famille, pour que chacun ayant des représentations singulières, personnelles de la santé, et puis en même temps parfois culturelles, en même temps, nous puissions passer les mêmes messages de prévention, de précaution, de soins pour l'enfant. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, dans la continuité éducative, on va aussi penser, dans les territoires populaires qui sont les nôtres, la question des langues et du plurilinguisme. Et aussi redonner de la dignité aux langues qui sont parlées sur le territoire, qui ne sont pas des langues qui seraient moins intéressantes, ou en tout cas moins valorisées que l'anglais, l'allemand, l'espagnol, etc. Voilà. Et donc on va s'intéresser aussi aux langues qui sont parlées pour justement pouvoir permettre cette continuité éducative, la langue étant elle-même un espace, au fond. Donc, voilà comment on travaille l'articulation des espaces. C'est modeste, hein, parce que dit comme ça, ça paraît ambitieux, mais c'est un travail de dentelle, c'est un travail modeste, c'est un travail parfois où on n'arrive pas à articuler les choses. Et puis tout d'un coup, il y a un déclic grâce à quelqu'un, grâce à une conversation, grâce à une rencontre. Et voilà comment petit à petit on travaille l'ensemble des espaces qui ne sont pas uniquement l'espace de l'école, l'espace du jardin, l'espace spatialisé, géolocalisé sur le territoire. Alors, on va commencer à voir s'il y a des questions qui se manifestent dans la salle. Moi, j'avais fait un mémoire sur la carte scolaire et sur la socialisation des élèves. En fait, le lieu le plus important au collège, c'était le centre commercial. Pour les élèves de milieu populaire, je ne sais pas s'il faut installer une antenne éducative. Peut-être pas. Dans le centre commercial, plus sérieusement, ma question, et alors chacun de vous trois peut répondre, c'est... Ok, on parle de continuité éducative à l'intérieur ou aussi à l'extérieur, mais bon, d'un espace qui serait la cité éducative. Mais est-ce que les professionnels, enseignants, mais aussi les travailleurs sociaux, habitent et connaissent cet espace comme les habitants ? Du coup, vous rigolez, Philippe Boëlé, donc je répondre. Alors, cette question, par exemple, dans le cadre d'une évaluation... notamment pour les professionnels, c'est une question qui a mis tout le monde en colère. Où est-ce que vous habitez le territoire où vous enseignez ? Je suis très contente de l'avoir posé alors. Ouais, et ça a mis tout le monde en colère, si bien qu'on l'a retiré. Et si ça met tout le monde en colère, alors je comprends pas bien pourquoi ça met tout le monde en colère, mais je pense que c'est un peu comme si finalement je n'habite pas ici était une délégitimation de ce que je vais pouvoir dire sur le territoire, et ça peut être entendu comme ça. Mais comme ça n'a fait que mettre en colère, on n'a pas eu les réponses du pourquoi de la colère. Moi, j'ai dit connaissent, parce qu'on peut ne pas... Mais connaître... Alors, c'est-à-dire que c'est très intéressant pour les professionnels la façon dont ils voient le territoire en arrivant. Moi, quand je vois les Vergnes, je vois des arbres, je parle des Vergnes, je vois un territoire, je vois le Bédage, parce que j'habite non loin de là, et donc... Et alors, ce qui était intéressant, c'est quand même ceux qui ne se sont pas trop mis en colère et qui ont répondu. Ils m'ont dit oui, mais quand j'arrive là de la commune d'à côté, je veux pas dire, je longe moi aussi les rives du Béda, là je vois, mais j'ai l'impression de rentrer dans une favelas, dit l'un. Et je me suis dit alors que c'est un enseignant très engagé pour ses élèves, etc. Donc je dis c'est très important de penser que voilà, c'est un enseignant formidable. Mais c'est certain que quand il rentre dans le quartier, et sur ce territoire, il n'a pas le même regard que le mien ou que ceux qui y habitent.
Et je ne suis pas certain que dans la façon dont il va appréhender sa présence sur le territoire, dont il va entrer, sortir, etc., il va avoir les mêmes choses que moi ou quelques autres. Mais juste un point, c'est qu'il n'y a pas non plus d'offres locatives sur ces territoires pour des personnes qui ont un revenu supérieur à celui demandé pour les HLM, etc. Donc voilà, donc il ne faut pas en faire un... Mais c'est une question qui fâche aujourd'hui. Voilà. Non, mais comment on connaît un endroit et comment on l'aime, quand on en fait un peu moins partie, ce qui ne veut pas dire qu'on est forcé de ne pas le connaître et de ne pas l'aimer. Hein. Régis Cortezero, même question. Oui, non, c'est une question très intéressante parce que ça renvoie à la fois aux ambitions initiales du programme et également à ces sources d'inspiration conscientes ou inconscientes, parce que des fois on a des sources d'inspiration inconscientes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que avant d'arriver à nous, les idées ont cheminé d'une certaine manière, etc. Alors je vais essayer d'éviter de faire dans la pédanterie, mais quand même c'est une information qui vaut la peine d'être donnée. C'est-à-dire que une des premières occurrences de la notion d'alliance éducative et qui nourrit la conception que tout le monde... qui nourrit l'idée qui est derrière, elle est québécoise. Elle est québécoise et elle renvoie à une expérience qui a été étudiée par des sociologues, donc qui a été publicisée comme ça, qui est l'expérience de la province de Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les années 90, où en fait c'est la société civile elle-même qui s'est organisée autour de l'enjeu éducatif, et plus exactement autour de l'enjeu, dans le cas de cette expérience, du décrochage scolaire. C'est la société civile qui s'est organisée via l'intervention de ce que au Québec on appelle le travail communautaire, etc. Et qui a ensuite entraîné les pouvoirs publics locaux. Voilà. Donc le fait que ce soit cette société civile qui ait été motrice répond en quelque sorte à l'interrogation que vous posez. C'est-à-dire que le centre commercial, oui, c'est un espace d'éducation informelle. Faut-il que les profs le connaissent ? Pas forcément. Par contre, faut-il que les acteurs adultes du centre commercial aient conscience qu'ils sont dans un espace d'éducation informelle? C'est ce que les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean c'est la question à laquelle ils ont répondu. Ils ont répondu par oui. C'est-à-dire que l'alliance éducative, c'est l'alliance de tous et de tous les acteurs d'un territoire. Aussi bien les commerçants, le citoyen ordinaire, l'employeur. Parce que par exemple, l'employeur, s'il emploie un jeune d'âge scolaire, eh ben, l'alliance éducative avec lui consiste à attendre de lui qu'il fasse en sorte que l'emploi du temps qu'il impose à ce jeune soit compatible avec son emploi du temps scolaire, etc. etc. Et ça, c'est une mobilisation de la société civile. Quand on lit les textes originels qui présentent l'esprit des cités éducatives, on retrouve quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment infusé sur le terrain, et c'est sans doute à mettre en lien avec le problème de la participation, qui est un des volets du programme des réussites éducatives qui a été le moins investi par les acteurs. Et d'ailleurs, c'est toujours assez intéressant quand on parle de participation, c'est-à-dire les gens ils disent « Ah oui, là, c'est le sujet sur lequel on a encore des progrès à faire. » Pour mobiliser la société civile, il faut la faire participer. Voilà. Et dans les marges de progression, sans doute, il y a cette question de la participation pour créer un territoire éducatif, c'est-à-dire un territoire qui a conscience d'être un lieu d'éducation et qui s'organise en conséquence. Mais la notion de communauté et l'idée de travail communautaire, elle a beaucoup de sens dans le monde nord-américain. Et on le voit parce qu'on a une culture de ce monde-là par les films, les séries, les livres. Et peut-être qu'en France, c'est quelque chose qui s'installe plus difficilement. Philippe, vous vouliez reprendre le micro, alors Est-ce qu'on a une question d'ailleurs? Non, en fait, j'ai dû parce que j'étais très content d'entendre l'essentiel, de faire communauté, en fait, et d'être... voilà, ce qu'on essaye de faire à Clermont, mais c'est compliqué. Voilà. Et la communauté, elle vit sur un territoire. Elle a aussi comment dire, elle s'identifie aussi très fortement à un territoire. Et aussi à la lisière de ce territoire. On n'a pas eu le temps d'en parler jusqu'à présent, mais ce qui était très, très intéressant aussi dans l'articulation avec les espaces éducatifs, notamment en termes de mixité sociale, c'est de voir ce qui existe à la lisière en termes d'équipements culturels et autres,
en lisière du territoire, et cette lisière permettant la mixité sociale, à la fois des quartiers et finalement de briser un peu les frontières. Mais on n'a pas eu le temps et quelle légitimité les gens se sentent pour sortir ou non de ce territoire et circuler dans d'autres espaces. Je me tourne vers là parce qu'on m'a dit qu'il y avait une question. Ah oui, c'est vous, madame, pardon. Oui, enfin moi, ma question n'a rien à voir, même si elle est intéressante. Est-ce que vous pouvez rapprocher un tout petit peu le micro? Bonjour. Merci. Moi, j'aimerais savoir si vous avez pu observer le lien entre la prévention spécialisée et la continuité éducative. Les éducateurs de rue, qui sont souvent en dehors des dispositifs, mais finalement toujours en satellite. Alors, je parle à mon niveau, qui a été d'étudier uniquement 7 actions dans la multitude, les 7000 actions qui ont été recensées là, dans la revue de projet. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, mais il se trouve que j'avais commencé à travailler sur une action qui articulait la prévention spécialisée et un collège pour lutter contre le décrochage scolaire. Et en fait, c'était pour prendre en charge les élèves qui étaient exclus temporairement, vous savez, pour avoir fait une faute plus ou moins grave, du collège. Et donc là, on avait des débuts d'articulation, effectivement, de ces questions-là. J'ai pas pu observer le projet parce qu'il avait un petit peu du mal à être mis en place, mais il y avait une volonté en tout cas d'articuler ces acteurs. Sauf que effectivement, globalement, chacun restait un petit peu dans son domaine, mais il y avait des marges de manœuvre pour aller vers plus de coordination, plus d'informations à ce niveau-là. Alors, oui, vous vouliez rebondir? Oui, juste un mot, je rejoins ce que dit Marie-Charlotte. C'est vrai que la prévention spécialisée est souvent convoquée sur ce type de dispositif, et dans nos terrains, on a des dispositifs de prise en charge des élèves exclus par des associations de prévention spécialisée. Ce qui me semble, alors j'ai plus de mal à parler de la prévention spécialisée comme institution. Donc ce que je vais dire est un peu intuitif quand même. Mais il me semble que tout comme l'éducation populaire, l'éducation spécialisée a tendance à se distancier, voire tourner le dos à la forme scolaire et à utiliser ces temps pour faire autre chose. Dans le cas auquel je pense qu'on a étudié, en l'occurrence, ils faisaient de l'éducation à la justice réparatrice, à la justice réparative. Et alors c'était marrant parce que leur idée c'était à la fois de faire de l'éducation des jeunes, mais aussi des membres des équipes éducatives, des enseignants, etc., etc. Ce qui est en fait quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage par le faire, c'est-à-dire ce que ne fait pas l'éducation qui fait l'école qui est sur une pratique éducative descendante. Là, on est sur une pratique éducative ascendante, c'est-à-dire on va mettre les gens ensemble, on va leur essayer d'organiser leur discussion pour qu'ils trouvent une solution à leur conflit. Alors j'avais une dernière question. On a parlé de l'espace, je voulais qu'on parle du temps, et ça tombe sur vous, Philippe Boëlé, parce que si on parle de continuité éducative, je voudrais parler de l'ouverture effective des espaces dédiés aux familles, aux enfants, aux jeunes, le soir, le week-end. On a parlé de Bibliothèques sans frontières. Le président de Bibliothèques sans frontières, Patrick Weil, mène une énorme campagne depuis assez longtemps pour l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Alors, je ne veux pas faire travailler tous les bibliothécaires le dimanche. Enfin, il y a peut-être possibilité d'en embaucher. Mais ça pose une vraie question sur, finalement, qu'est-ce qu'on fait les jours où les structures sont habituellement fermées? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce que ça fait partie de la réflexion sur la continuité éducative? Ça devrait. Voilà, c'est-à-dire que la question de l'ouverture des centres, un peu c'est même la question des clés, au fond, voilà, qui était posée ce matin, je ne sais plus, mais qui a les clés symboliquement de qui ouvre et qui ferme et qui permet et qui autorise à quoi, voilà, et à quel moment dans les temps. Je pense que ça, c'est une belle question à nous poser, mais qui renvoie pour les collectivités, vous vous en doutez bien, comme d'ailleurs pour les écoles, à énormément de difficultés pour pouvoir gérer tout cela. Je pense que ce qui peut s'entendre, en tout cas, c'est qu'il va falloir réinventer autre chose dans nos territoires en termes de lieux de vie, de tiers-lieux,
mais au fond de tiers-lieux dans lesquels il y aurait finalement ce qui est au fond de la cité éducative, mais ça c'est l'idée de la confiance, voilà. C'est-à-dire de faire confiance aux gens, de faire confiance aux jeunes, de leur faire confiance pour que une grande partie de l'organisation de ces territoires puisse tout simplement être à leur charge et pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Mais ça, c'est un temps peut-être un peu long. Il va falloir convaincre beaucoup, donc à très bientôt à Clermont-Ferrand pour que... on peut le faire ensemble. Je viens quand vous voulez. Il y a beaucoup de problèmes avec ce train tout de même. Il y a une dernière question. Alors, 3 questions. Alors, il faut qu'on aille vite. On ne va pas faire la pause. Alors, je voulais juste dire aussi qu'il y a la problématique du genre. Parce qu'aujourd'hui, des géographes tels Philippe Rébaud ou Edith Marie-Jules travaillent sur le genre, les équipements culturels et sportifs à destination des filles et des garçons. Et une petite question d'inégalité ou d'égalité dans l'aménagement. Alors, je ne sais pas où sont les gens qui veulent poser des questions, parler. Ah, voilà, pardon. Alors, bonjour, donc Franck Bleuze, à nouveau, directeur adjoint en politique éducative à Sarcelles. Moi, c'est une question que je voulais vous poser sur scène, mais presque à toute la salle, en fait. Au regard de l'évaluation dont on échange depuis ce matin, on voit bien, je reprends l'expression trou dans la raquette, qu'au niveau des 0-3 ans et des 18-25, on a des manquements. Philippe, tu disais tout à l'heure, il y a des passerelles qui se font très bien, du collège au lycée, de la maternelle à l'élémentaire, etc. Sauf qu'il y a des gamins qui débarquent dans les écoles maternelles à 3 ans, dont on ne sait pas d'où ils débarquent. S'ils n'ont pas été en crèche collective, crèche familiale, de proximité de l'école, on ne sait pas, on ne connaît pas ces enfants. Donc finalement, la continuité éducative démarre-t-elle à 3 ans et finit-elle à 18 ans, puisque c'est pareil sur nos territoires, une fois que les gamins ils ont eu le bac, on n'a pas toujours la lisibilité sur où ils vont, ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent. Je suis à Sarcelles, je suis ville apprenante de l'UNESCO également, et je me dis dans cette démarche, comment on peut contribuer à encourager cette continuité éducative de 0 à 25 ans et voire bien même au-delà. On va prendre les 3 interventions à la suite, mais évidemment, on vous répond. Oui, merci. J'avais 2 petits sujets. Une sur la question de la responsabilité éducative. On va mettre plein de noms avant éducative, notamment par rapport à ce que vous disiez sur la question de la communauté, en référence aussi avec le Canada. Je pense qu'effectivement, on est une société où la responsabilité éducative globale peut se questionner. Et je prendrais juste en exemple la question des stages de 3e, où on voit la difficulté pour, on va dire, un professionnel classique de se dire « Allez, je prends 3 jours, 5 jours, quelqu'un en stage de 3e », et notamment pour les jeunes qu'on connaît bien et qui n'ont pas de réseau personnel pour trouver des stages de 3e. Ça, c'est un vrai enjeu, et nous, je sais qu'on essaye de le travailler aussi dans le service public, parce que c'est pas forcément là où on est les meilleurs en termes d'accueil de stages de 3e. Donc, c'est comment, dans cette communauté éducative globale aussi, on se dit que la transmission, elle est importante pour tous, et notamment pour ces accueils-là. Et le deuxième petit sujet plus concret, par rapport à ce qui a été évoqué ce matin sur comment on assure de mettre un socle plus solide sur les cités éducatives. Moi, je re-questionnerais aussi l'évolution de certaines fiches de poste de certains agents en disant que parfois c'est important d'inscrire la nécessité de partenariats nécessaires dans certaines fiches de poste. On parlait de la prévention spécialisée, que ça soit inscrit aussi pour qu'ils aient cette légitimité-là, et qu'au niveau de leur direction aussi, ils soient bien légitimité à ça, et qu'en fonction d'un changement de direction ou d'association, il n'y ait pas une rupture parce que ça n'a pas été assis sur ces fameuses fiches de poste. C'est intéressant que vous parliez de la responsabilité globale de la société à un moment où sortent plein d'articles sur ces endroits interdits aux enfants. Qui, moi, voilà, je les boycotte personnellement. Il y avait une 3e intervention ? Non, c'est terminé. Alors, qui veut répondre, commenter ce qui vient d'être dit, à la fois sur les trous dans la raquette ou les bords qui sont un petit peu rongés avant 3 ans et après 18 ans, dire entre le moment où on perd les jeunes de vue, puis on les retrouve peut-être dans d'autres institutions, les missions locales par exemple, et puis la manière dont on peut engager en fait tous les fonctionnaires à avoir une espèce de rôle envers le jeune public et les familles. Qui veut répondre ? Alors personne ne veut répondre, moi je ne peux pas répondre. Je me lance juste sur la deuxième partie. Je ne me permettrai pas, moi, d'avoir
Je ne peux pas vous répondre sur ce terrain-là, parce que là, je ne me sens pas légitime pour pouvoir apporter sur les questions de fiches de poste de réponse. En revanche, sur les trous dans la raquette. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que trous dans la raquette, c'est parce que quelque part, à un moment donné, je parle pour les 18-25 ans, il y a aussi cette idée où ils nous échappent, je dirais, ils ont leur propre vie, une propre autonomie, et en termes de continuité éducative, il y a aussi ça qui est important sur le territoire. Après, nous, on a un peu de chance parce qu'on a forcément on a un institut des métiers avec 2000 apprenants sur le territoire de la cité éducative. Donc déjà, on a évidemment des programmes à destination de ces jeunes apprentis qui fréquentent un établissement sur le territoire, qui ne sont pas nécessairement du territoire, et qui nous permettent aussi de comprendre beaucoup de choses sur les ruralités, sur la jeunesse des ruralités, qui finalement a des problématiques sensiblement identiques à celles de nos territoires populaires, même si elles ne s'expriment pas toujours de la même façon. Il y a aussi évidemment tout ce que les clubs sportifs, tout ce qui peut être proposé en fait en direction de ces jeunes. Mais il y a des sujets qui nous préoccupent tout particulièrement, et notamment la question de la santé. Parce que là, nous sommes un territoire où on peut considérer que les jeunes de 18 à 25 ans ne sont pas en très bonne santé. On a des taux de diabète 2, par exemple, qui explosent, etc. Donc là, il va falloir essayer de faire passer les messages. C'est le grand défi de l'année qui vient, de travailler en direction de ces jeunesses sur les questions de santé, mais aussi d'éducation. Alors on a, pour les bacheliers décrocheurs pour des tas de raisons, Parcoursup, etc., les échecs de Parcoursup. On a monté une Digital Academy avec la mission locale qui permet, sur les BTS uniquement pour l'instant, de pouvoir poursuivre des études. Enfin voilà, il y a des programmes spécifiques qui sont proposés, mais qui tiennent aussi compte finalement il y aurait sans doute un travail plus important à faire sur les mobilités globalement dans l'ensemble des cités éducatives, mais il y a voilà, je pense que sur l'ensemble de nos territoires, il y a aussi des dispositifs qui existent, des aides, des soutiens, et en même temps beaucoup d'initiatives qui sont prises. Voilà, mais c'est vrai que c'est une population difficile. Et puis sur les plus petits, alors bon, nous on mène une politique spécifique, notamment en termes de culture. Vous avez parlé de Milleformes, oui, qui est un lieu d'éveil, et voilà, donc que d'ailleurs, je crois Chantal nous connaît de Sarcelles, voilà, de notre adjointe. Vous dire aussi qu'on mène justement le lien entre les crèches, notamment dans le cadre de la scolarisation des plus petits, mais je crois que tout le monde le fait aujourd'hui sur cette continuité éducative, donc on n'invente rien de spécifique à Clermont-Ferrand là-dessus. On veut juste peut-être mieux travailler avec des pôles petite enfance, un travail en direction justement des parents qui quelquefois découvrent eux-mêmes le quartier en même temps qu'ils ont un petit ou des petits voilà, à charge. Et donc on a construit un pôle petite enfance qui est un lieu d'accueil avec plusieurs métiers à l'intérieur et qui permettent de les accueillir et de préparer les parents à la scolarisation dès le plus jeune âge, et puis aussi à la prise en charge de l'enfant, pour permettre aux parents aussi de pouvoir se former, de pouvoir avoir eux-mêmes accès à leurs droits. Voilà. Mais je crois que beaucoup le font, en fait. Bon, et il y avait un truc qui s'appelait les PMI, enfin, qui s'appelle toujours les PMI, et c'est bien. Oui, alors c'est bien quand elles ne ferment pas. Marie-Charlotte, Alam, si voilà, vos dernières réponses et mots de conclusion pour cette table ronde. Waouh, déjà je vais grosse responsabilité. Pour revenir sur la question du partenariat dans les fiches de poste et inscrire ce partenariat, je pense que votre question elle pointe en fait deux limites. La première, c'est le gros turnover d'une partie des professionnels, que ce soit dans les associations, mais aussi dans les écoles, enfin. Et donc le fait que les gens changent souvent, qu'il faut toujours remettre à jour, que parfois on perd le lien avec certaines associations parce que le personnel a changé, etc., ou que des projets s'arrêtent parce que le porteur de projet est parti. Deuxième limite, probablement liée à la première,
c'est la faible institutionnalisation des partenariats et le fait que la plupart de ces actions, elles tiennent aux gens qui les portent. Et donc que c'est fatigant, que c'est difficile, parce qu'on a peut-être un manque d'ingénierie, un manque de support pour ces personnels-là qui auraient besoin d'un soutien dans la conduite et dans l'organisation de ces actions et de ces partenariats. Donc effectivement, on a pu récolter aussi pas mal de discours qui témoignaient d'une certaine usure à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai vraiment un mot de conclusion. Peut-être je vous le laisse, Régis, si vous voulez ajouter quelque chose. Mais... Non, je veux bien. Oui. Non, je voulais... parce que bon... on a évoqué ces clivages entre les cultures professionnelles et les professionnalités. Donc c'est bien beau de poser ça et puis de s'en aller en disant débrouillez-vous avec ça. Non, il me semble que face à ça, on n'a pas énormément d'options. On aurait une première option qui consisterait à dire, finalement, le fait qu'il y ait des espaces éducatifs hétérogènes et voire contradictoires entre eux peut être vertueux. Par exemple, le centre social pourrait être un endroit où l'enfant se reconstruit pour pouvoir repartir à la conquête de l'école. Dans des travaux antérieurs, je me souviens avoir observé des trajectoires comme ça de remobilisation où, en fait, en étant confrontés à une pédagogie du faire, les gamins trouvaient un intérêt qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Voilà. Il y a d'autres expérimentations sur des approches beaucoup plus critiques où, en fait, là, on est dans l'éducation populaire critique, donc on démolit l'idéologie scolaire et les gamins y retournent, mais en mode warrior, quoi. C'est-à-dire, je vais conquérir ce temple bourgeois et je vais le faire mien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais alors pourquoi à ce moment-là demander à ces gens de faire alliance entre eux ? Voilà. L'autre option, c'est de dire il faut essayer de fabriquer de la convergence là où il n'y en a pas. Mais alors, ça veut dire qu'il faut faire un choix politique sur quel type d'éducation on entend promouvoir. Parce que cette convergence, elle ne va pas se constituer par génération spontanée. C'est-à-dire, et là, on revient à un vieux serpent de mer qui est celui de la réforme pédagogique et de quelque chose que tu connais bien, c'est-à-dire la question des réformateurs au sein de la machine école. Est-ce qu'on est prêt soit à assumer l'idée que le secteur non formel doit perdre ses spécificités et devenir une périphérie du scolaire, mais qui reproduit le scolaire en dehors de l'école, ou bien est-ce qu'on prend une option contraire, disant les pédagogies verticales, etc., qui sont celles traditionnelles de l'école, et malgré un certain nombre de déplacements qui ont eu lieu ces dernières années, restent quand même la pratique pédagogique structurante du cœur de métier et du cœur de l'identité enseignante. Est-ce que ça doit être réformé, entre guillemets ? Et à ce moment-là, comment ? Et une des réponses, c'est évidemment la formation. Et c'était intéressant, la revue de projet, de voir que les cités investissent de plus en plus sur la formation commune entre professionnels. Il y a eu, il y a quelques années, l'idée que la formation initiale de tous les professionnels de l'éducation devrait relever d'un tronc commun, avec une spécialisation ensuite. Les cités éducatives n'ont pas de mot à dire sur la formation des enseignants, à ma connaissance, et à la formation des professionnels de l'éducation. Par contre, c'est un espace où on peut expérimenter en matière de formation à l'échelle des territoires, et peut-être que là, il y aurait une carte à jouer. Merci beaucoup à tous les trois. Et merci aussi pour vos questions. On va passer à la dernière table ronde assez rapidement. Donc, je vais demander aux intervenants de me rejoindre. Et moi, je ne dis pas. Merci beaucoup.